3 tables rondes vous sont proposées autour de cette question cruciale. Comment loger tout le monde aujourd'hui en Gironde alors que le département serait le plus attractif de France? Ce sont 12 000 nouveaux ménages qui viennent s'installer ici chaque année. Avec nos invités, nous allons analyser la situation, les obstacles et trouver des pistes de solutions. Bonjour Camille Falloci, vous présidez l'UNIS Nouvelle-Aquitaine, l'Union des syndicats de l'immobilier. Vous représentez tous les métiers du secteur. Frédéric Lévigne, vous présidez la FNAIM Gironde, la Fédération nationale de l'immobilier. Et Denis Jacques, vous présidez l'UNPI Gironde et Dordogne, l'Union nationale de la propriété immobilière. À savoir que vous conseillez, vous défendez, vous représentez les propriétaires. Tout à fait. C'est bien ça. Et je suis également président de l'Union régionale des propriétaires. Pensez à approchez votre micro, s'il vous plaît. Et je préside également l'URPI, l'Union régionale des propriétaires immobiliers Nouvelle-Aquitaine. Camille Falloci, y a-t-il urgence à se saisir de cette question du logement aujourd'hui en Gironde? Écoutez, oui, enfin, on se pose des questions depuis un moment, mais on est sur une année présidentielle, donc il est important de passer des messages forts, et on est là pour ça aujourd'hui, bien sûr. Alors, vous parlez justement d'une année présidentielle. Je crois que l'UNIS a publié un manifeste à destination des candidats. Vous proposez, je crois, notamment la suppression de la taxe foncière. Oui, alors, entre autres, ce manifeste propose plusieurs choses, mais ce qui était important, c'est de faire remonter aujourd'hui du terrain toutes les nécessités que nous avons besoin de faire, des choses à faire évoluer afin de représenter au mieux nos métiers dans tout ce que ça peut représenter. Voilà, donc en effet, il y a plusieurs choses. Ce manifeste comporte plusieurs parties et ça en fait partie, en effet. Mais c'est vrai que j'ai relevé la taxe foncière en me demandant qu'est-ce que ça ferait bouger, à quoi ça servirait. Et puis, c'est une taxe, comme tous les impôts, qui sert aussi à la collectivité à investir dans les équipements. En fait, le message qui est important à entendre, c'est qu'il faut aujourd'hui réinciter les investisseurs à investir. Et aujourd'hui, l'acquisition et tout le processus en fait, d'investissement coûte cher. Et si on veut rajouter des logements en France, il faut pouvoir alléger, donc en l'occurrence, pourquoi pas en passant par la taxe foncière, un certain nombre de charges pour qu'on puisse du coup inciter les investisseurs à investir et mettre à disposition plus de logements sur l'intégralité du parc français. Frédéric Lévigne, vous m'avez dit que pour la première fois en 20 ans, votre portefeuille locatif était en baisse. Quelles sont vos observations ? Je crois que c'est le résultat de la conjonction de nombreux éléments. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une communication qui est faite au niveau politique et qui peut apparaître comme presque, je dirais, péjorative par rapport au propriétaire. Le propriétaire est encadré au niveau de son loyer, au niveau des qualités du logement, etc. Et donc, ça met en place une mauvaise ambiance. Si vous y ajoutez une fiscalité qui reste importante malgré l'intérêt du logement, c'est-à-dire que là aussi, il y a un paradoxe. On nous dit que le logement est important, et bien sûr, il est très important. Mais en même temps, on n'en tient pas du tout compte au niveau de la fiscalité qui frappe les propriétaires. J'ajoute que les administrateurs de biens qui sont particulièrement vertueux, puisque tous les chiffres le montrent au niveau de l'agglomération, nous respectons parfaitement la loi à tous les niveaux par rapport à la fixation des loyers, au maintien des loyers. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire passer les messages. On n'arrive pas à être considérés véritablement comme les tiers de confiance que nous mériterions d'être. D'accord. Alors, comment est-ce que ça pourrait se passer, justement? Comment est-ce que vous pourriez devenir des personnes de confiance? Et est-ce qu'aussi, aujourd'hui, on le sait, pour se loger, c'est extrêmement compliqué. Qu'on soit locataire ou propriétaire, de toute façon, c'est extrêmement difficile. Donc, ça crée des crispations chez tout le monde. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a vraiment, comme je le disais au départ, une conjonction d'éléments négatifs. C'est-à-dire que quand vous ajoutez les contraintes liées au logement social plus les contraintes de lutte contre l'imperméabilisation des sols, en définitive, vous arrivez à ne plus accepter d'utiliser un foncier qui est pourtant particulièrement important en France et singulièrement dans notre département. Tout le monde dit qu'il n'y a plus de terrain, mais en fait, il y en a, il faut simplement changer de point de vue là-dessus. Le terrain, il existe, le foncier, il est considérable. La seule chose, c'est que pour des raisons politiques, on décide de ne pas l'utiliser. C'est de la décroissance appliquée au logement.
D'accord. Alors, on en parlera dans la deuxième table ronde aussi, notamment de cette question-là, avec Christine Bost, qui est vice-présidente à la métropole en charge de l'urbanisme. Denis Jacques, qui investit dans le locatif? Qui sont les propriétaires aujourd'hui et qui investit Alors, qui sont les propriétaires bailleurs aujourd'hui? Alors, en fait, 70% des propriétaires bailleurs possèdent un seul logement. C'est une réalité et très souvent, ce sont des professions indépendantes, des agriculteurs, des commerçants, des artisans qui anticipent le fait qu'ils auront une retraite faible, puisque, comme vous le savez, c'est caractéristique de ces professions. Et donc, ils achètent un logement pour compléter cette future retraite. Très souvent, c'est un petit logement, c'est un T1. C'est vrai que ce n'est pas le propriétaire tel qu'on l'imagine. Hein. Je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. Effectivement, il y a cette image d'Épinal du propriétaire multipropriétaire qui a 10, aussi. 20, 30 appartements. Aussi. Il y a une forte concentration aussi chez... Non, mais bien sûr qu'il y en a, mais il y en a très peu. La réalité, c'est que 70% des propriétaires bailleurs ont un seul logement locatif. C'est ça, qu'ils gèrent eux-mêmes ou qu'ils donnent en gérance à un professionnel de l'immobilier. Donc effectivement, il y a cette image du multipropriétaire, mais ils sont très peu nombreux. Donc parfois, ils en ont deux, mais très vite, il y a une décroissance très très forte. Est-ce que ça s'est répandu, ça, ce type d'investissement? L'investissement dans l'immobilier? Dans l'immobilier, enfin, Alors, en tant que bailleur. Effectivement, c'est plus répandu qu'on ne croit. 10% des ménages sont propriétaires bailleurs. Donc en fait, on n'imagine pas ça, mais vous vous promenez dans une rue, il y a forcément un propriétaire bailleur dans cette rue, sinon plusieurs. Donc tout dépend du quartier où on se trouve, puisque là aussi, il y a une segmentation en fonction du métier. Et donc bien évidemment, il y a plus de propriétaires bailleurs dans les catégories que j'ai décrites tout à l'heure, mais aussi dans les chefs d'entreprise, dans les cadres, que dans les ouvriers, où on n'en trouve que 4%. Est-ce que vous sentez que ces propriétaires, ils redoutent aujourd'hui d'investir et ils y vont un peu à reculons, ou ils croient encore et ils investissent encore dans la pierre? Alors, ils y croient encore parce que c'est un des rares actifs tangibles dans lequel on peut investir, d'une part, et d'autre part, c'est le seul actif dans lequel on peut investir à crédit. Donc, effectivement, on investit quand on a 30, 40, 50 ans, en prévision de la retraite, comme je le disais tout à l'heure, premier élément. Et puis, deuxième élément, c'est quelque chose qu'on peut gérer soi-même. Et ça, c'est important parce que très souvent, quand on est investi en bourse, par exemple, c'est possible de gérer soi-même, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc ça, les gens y sont attachés, surtout quand on est profession indépendante, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, est-ce qu'ils redoutent d'investir? De plus en plus, parce que le nombre d'obligations augmente de façon extrêmement importante. Et je vais prendre 3 exemples. Aujourd'hui, on parle de rénovation énergétique des logements. Ça frappe surtout les propriétaires bailleurs, avec d'une part Ça frappe tout le monde, ça. Oui, mais surtout les propriétaires bailleurs, avec une interdiction d'augmenter les loyers qui est déjà en place en zone tendue depuis 2021, une interdiction de mise en location des logements qui va commencer dès 2023, 1er janvier 2023, pour les logements, alors je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais qui sont vraiment très consommateurs d'énergie. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'encadrement des loyers. Les chiffres les plus fous circulent, mais la réalité, c'est que les loyers sont abordables et n'augmentent pas parce que la loi interdit qu'ils augmentent. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours le ressenti qu'ont les L'image locataires. d'Épinal, encore une fois. Ouais. Oui, oui ou pas. Enfin, c'est devenu quand même assez cher de se loger là dans la métropole bordelaise. Trouver un logement et y abriter ses enfants, c'est compliqué. Il faut quand même faire pas mal de renoncements dans sa grille. Oui, non. Les statistiques sur le montant des loyers sont réalisées non pas par notre organisation, mais par la métropole de Bordeaux, dans la région. Et ces chiffres montrent que les loyers sont abordables. Ils représentent une charge inférieure au tiers des revenus. Ouais. C'est ça la réalité. Et donc, tout le monde peut accéder à un logement, d'autant plus qu'il y a le logement social qui représente, de mémoire, pas loin de 20% du nombre de logements. Ouais. Et effectivement, ceux qui y ont droit, et ils sont nombreux, peuvent accéder à un logement, en fait, peu coûteux parce que non taxé. Le problème du propriétaire bailleur privé, c'est que le logement est très taxé. Je vous rappelle que le logement rapporte chaque année à l'État 70 milliards d'euros. C'est autant que l'impôt sur le revenu.
Donc c'est quand même considérable. Et le troisième exemple que je voulais donner, c'est le permis de louer. On s'imagine, parce que le permis de louer a été mis en place dans plusieurs communes de la métropole, une dizaine, qu'on serait dans une ville qui serait aux mains des marchands de sommeil. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a quelques très rares marchands de sommeil. Le permis de louer, donc, a priori, c'est ça, il garantit aux locataires un logement qui soit en bon état. Nous sommes d'accord, mais la loi, depuis 2002, garantit le logement décent aux locataires. Le décret de 2002 sur le logement décent est en place. Oui. Le permis de louer n'apporte rien de plus. Il y a plein de contre-exemples malgré tout. Ça existe toujours. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, on peut très bien ne pas respecter le permis de louer. Il n'y a pas de difficulté. Ah oui, il y a toujours vous savez, les marchands de sommeil qui sont déjà hors la loi ne respecteront pas le permis de louer. Ils sont déjà hors la loi, donc ils vont le rester. Je voulais revenir sur cet enjeu quand même climatique. J'entends que ça a un coût pour les propriétaires. Néanmoins, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Vous demanderiez quoi, par exemple, là-dessus Camille Falussy, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que les propriétaires pourraient être mieux accompagnés? On a l'impression qu'ils le sont déjà dans leurs investissements. Écoutez, pas assez. En fait, la loi climat et résilience, elle est là pour ça. Elle est là aujourd'hui pour, quelque part, imposer une rénovation, mais on est sur un parc français qui est très vieillissant. Et l'intermédiation, et là pour le coup, mon discours va être un petit peu différent de monsieur, mais l'intermédiation est très importante dans ce cadre-là parce que nous, professionnels de l'immobilier, on est là pour accompagner nos propriétaires bailleurs. On est là pour les conseiller et pour faire en sorte aujourd'hui de louer dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a les normes de décence, bien sûr, on vient de l'évoquer, mais ça ne fait pas tout. Voilà, il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller accompagner dans l'investissement, accompagner sur la rentabilité et dans une cohérence marché et cohérence loyer et revenus, bien évidemment, pour que tout le monde puisse se loger décemment. Voilà. Et ce que je vais rebondir sur ce que vient de dire monsieur, on parlait du permis de louer. Aujourd'hui, le permis de louer, à mon sens, enfin en tout cas au sens de l'UNIS et ce qu'on a essayé de défendre, c'est que à partir du moment où le logement il est intermédié par un professionnel immobilier, nous sommes, nous, garants aujourd'hui de cette décence du logement. Ça fait partie aujourd'hui de nos obligations professionnelles et de la déontologie de notre profession. Donc on devrait, à partir du moment où le logement est intermédié, ne pas avoir besoin de passer ce permis de louer, en tout cas pour les logements que nous administrons. Donc, il y a un vrai sujet. En fait, ça passerait vraiment par les professionnels de l'immobilier directement concernés. Alors, c'est plutôt que les logements qui seraient gérés directement par le propriétaire bailleur eux-mêmes devraient répondre en fait à cette obligation de permis de louer. Mais nous, en tant que professionnels, étant garants, tiers de confiance, et on devrait aujourd'hui ne pas avoir besoin de nous imposer. On ne devrait pas nous imposer aujourd'hui ce permis de louer. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bien sûr. Donc, nous faisons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre à ces obligations. Ça fait partie aujourd'hui de nos missions. Voilà. Donc, en espérant avoir répondu à votre question. Parfait. Je voulais vous demander aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de propriétaires, parlé du côté locataire. Qui cherche un logement aujourd'hui en Gironde? Est-ce qu'il y a une typologie de personnes qui sont en recherche, qui ont du mal à trouver? Écoutez, la Gironde ne dénote pas de ce qui se passe au niveau national, mais alors il y a un marché de l'étudiant aujourd'hui qui est très important en Gironde, bien sûr. C'est un marché qui a changé. Qui a changé, oui. Après alors le Covid. en fait, voilà, exactement. Enfin, il y a une saisonnalité, bien sûr, dans le marché étudiant, ça on le sait. Ce qui a changé, c'est le comportement aujourd'hui des étudiants, parce que il y a encore 2 ans, des étudiants qui trouvaient un logement restaient en place, c'est-à-dire du coup, on avait très très peu de turnover sur les logements, parce qu'ils avaient tellement peur de ne pas pouvoir se reloger. Il se trouve que sortie de la Covid, les comportements ont changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants tiennent énormément à leur mobilité. On est vraiment dans une vraie consommation du logement et on se rend compte aujourd'hui que les étudiants partent tout au long de l'année et on a pu le voir avec l'ensemble de nos confrères sur ces derniers mois, sur Bordeaux notamment. Sachant qu'on entend toujours parler de ces étudiants qui cherchent des logements, qui ne trouvent pas de logement, ça peut aussi arranger les choses Eh bien, pas forcément, parce qu'en fait, ils quittent des logements soit pour partir en stage, soit dans un changement de cursus, etc. Et on se retrouve du coup avec surtout des petites surfaces, attention, qui ont du mal à se louer là depuis janvier. Ouais. Mais ça, c'est très nouveau. Oui, mais c'est aussi
est-ce que c'est pas un symptôme d'un pouvoir d'achat en baisse et que du coup c'est compliqué pour ces étudiants de garder des loyers et également de partir en stage à l'étranger? Je ne pense pas que ça soit une question financière. Je pense qu'on est vraiment sur une volonté d'être maître de sa mobilité, hein, voilà, et de ne pas se sentir bloqué, attaché et se retrouver confiné quelque part, comme beaucoup d'étudiants ont énormément souffert des confinements, à se retrouver dans leur logement, à étudier tout seul, etc. Ça a été très dur. Et de fait, on a vraiment un changement des mentalités et des besoins aujourd'hui, en tout cas sur cette typologie-là. Par contre, pour répondre à votre question, en effet, on a aussi beaucoup de familles monoparentales, etc., qui fait qu'aujourd'hui, vivre à deux en famille ou des familles recomposées, etc., on a une vraie demande aujourd'hui sur du T3, T4, T5, et auquel il est très difficile de répondre. Il y a cette notion à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'au moment de la séparation, il faut 2 logements. On n'est plus sur une seule recherche de logement, donc forcément ça crée... Oui, c'est un vrai sujet. Donc, du coup, il faut 2 logements, enfin pour un même foyer à l'origine. En effet, dans le cas d'une séparation, ça demande. Voilà. Donc, il faut pouvoir s'adapter aujourd'hui à cette nouvelle typologie de. Alors, c'est pas nouveau, mais en tout cas, il faut s'y adapter dans le temps parce que il y a un manque de logement cruel aujourd'hui en Gironde, quoi qu'il arrive. Voilà. La solution, Frédéric Lévin, peut passer par la construction. Il faut aujourd'hui imaginer un département en chantier. Alors, si vous le permettez, j'aimerais bien déjà revenir sur le point précédent. Bien sûr, allez-y. Je pense que le problème à l'heure actuelle, c'est surtout le calendrier. C'est-à-dire que les objectifs de la loi résilience, effectivement, personne ne peut les contester. Par contre, le calendrier est beaucoup trop serré. Et je pense que c'est en grande partie avec toute la communication qui a été faite sur cette problématique et tous les travaux que ça allait générer qui ont causé et qui sont en train de causer des pertes au niveau du parc privé. D'accord, c'est-à-dire que les propriétaires n'ont pas le temps aujourd'hui d'investir, de mettre des... Les propriétaires, on leur explique depuis déjà des années qu'ils sont encadrés dans tous les sens. Hein, voilà. Toujours moins de droits pour le propriétaire, aucune incitation. Et aujourd'hui, on ajoute des programmes de travaux. D'accord. Donc, alors, comment justement il serait possible d'inciter les gens à investir ? Ça passerait par quoi ? Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faudrait, c'est allonger le calendrier. Donc, rassurer les propriétaires actuels. Rassurer les propriétaires C'est-à-dire actuels. parce que le volume de travaux est trop important, ça coûte trop cher, donc ils ne peuvent pas le faire, et du coup, ils vendent. Mais vous savez, l'investissement locatif, il y a aussi une part j'allais dire d'irrationnel. Non, mais il faut avoir envie de le faire. C'est-à-dire que c'est un investissement qui est encore vécu comme lourd, puisqu'il faut acheter, on s'engage sur une longue durée, etc., etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait fléché les investisseurs vers ce mode d'investissement. Parce qu'il a effectivement une utilité sociale qui, du moins à mon avis, est beaucoup plus importante que les placements en bourse, par exemple, ou en assurance vie. D'accord. Donc, il faut inciter à construire. Je renouvelle ma question. Bien sûr, parce que le fait d'avoir un déficit de construction se reporte d'année en année et les choses s'amplifient. Et il est évident que dans un pays comme la France, qui dispose d'un foncier particulièrement important, aller se priver de cette ressource-là uniquement pour des raisons politiques, là aussi pour essayer d'atteindre au plus vite des objectifs écologiques, environnementaux et même sociaux dans le cas du logement social, effectivement, ce sont des objectifs importants, mais il ne faut pas tout réduire à cette seule question-là, hein, parce qu'on va créer, effectivement, on va arriver à l'effet contraire. Hein, lorsque l'action est disproportionnée, elle peut créer des effets délétères. Denis Jacques, vous vouliez réagir ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, un des éléments qui pourrait faciliter l'investissement dans la rénovation énergétique des logements, ce serait, par exemple, que les subventions que peuvent percevoir les bailleurs ne soient pas fiscalisées. Aujourd'hui, les subventions que reçoivent les bailleurs s'ajoutent au loyer et sont donc soumis à l'impôt. Il ne faut pas oublier qu'il y a les prélèvements sociaux qui représentent 17,2% sur le montant des recettes, auxquelles s'ajoute l'impôt sur le revenu au taux marginal. Donc effectivement,
dans le cas de certains propriétaires, on leur dit oui, vous allez recevoir 8 000 € par exemple. Dans la réalité, il y a 50% qui va partir en impôts. Donc ils ne vont avoir effectivement que 4 000 €. Le reste, ils vont devoir le payer. Donc il faudrait que les subventions ne soient pas fiscalisées. Ça, c'est le premier point le plus important. Je suis d'accord avec M. Lévigne sur un calendrier qui soit réaliste, pas tellement pour les propriétaires qui peuvent éventuellement emprunter, mais aussi et surtout pour trouver des artisans et des matériaux. Oui, alors aujourd'hui, tous les les prix artisans explosent en plus avec ne vous la font guerre pas en de Ukraine. devis. Les artisans ne vous font pas de devis, ils sont incapables, Ouais. ils ont un cahier, un carnet de commandes qui est plein à plusieurs mois, Ouais. voire à un an. Oui, Donc c'est impossible. plein, et les matières premières, l'acier à plus 130%, enfin tout est assez Tout à fait. catastrophique. Et ensuite, la loi énergie prévoit une échéance à 2050. Il faudra que tous les logements soient en A ou B. Très bien. On aimerait avoir une projection sur cette durée et savoir quelles vont être les échéances futures. C'est-à-dire les au-delà étapes, comment est-ce que ces propriétaires vont être accompagnés? Ils ne savent pas aujourd'hui, en fait, ils sont un peu dans le flou. On a une première idée jusqu'en 2034. Mais si on veut arriver à A ou B en 2050, quand on investit aujourd'hui 10 000 ou 20 000 € dans un logement pour le mettre au niveau, on aimerait bien ne pas avoir à recommencer dans 20 ans. Et effectivement, avoir une C'est-à-dire une qu'il fait très bon projection dans cette jolie maison. jusqu'en 2050. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Dans nos prochains rendez-vous, nous nous questionnerons sur la construction de logements. On a commencé à en parler. Elle est freinée alors que la demande augmente. Et puis, nous découvrirons les nouveaux Eldorado en Gironde. À très vite sur sudouest.fr.